C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, l'indignation en Somalie après le refoulement de son arbitre Omar Hartan des États-Unis. La FIFA a finalement annoncé que le Somalien désigné meilleur arbitre africain n'officierait pas pendant la Coupe du monde de football. Les réactions avec notre correspondant régional à suivre. Les ressortissants étrangers en situation irrégulière déportés des États-Unis vers la République démocratique du Congo ont pour la plupart été renvoyés chez eux. Ils étaient arrivés mi-avril dans le cadre d'un dispositif américain controversé d'expulsion d'étrangers vers des pays tierces. Nous serons à Kinshasa dans ce journal. Et puis à la fin de cette édition, on vous emmène à Madagascar pour vous faire découvrir une discipline ancestrale. Ça s'appelle le Sevika. C'est un peu comme la corrida, sauf que l'animal dans l'arène est un zébu et qu'il n'est pas mis à mort. Reportage à suivre. Il s'appelle Omar Hartan, il est somalien, il avait été désigné meilleur arbitre africain l'an dernier et pourtant il a été refoulé samedi à son entrée aux États-Unis. La FIFA s'est résignée et a annoncé qu'il n'officierait pas durant la Coupe du monde de football. En Somalie, c'est l'indignation. La correspondance régionale de Bastien Renouille. C'était la fierté de tout un pays. Il faut le savoir, la Somalie n'est pas une terre de football. Son équipe nationale n'est pas très bonne. Elle n'a jamais réussi à se qualifier pour une Coupe du Monde. Alors le fait que cet arbitre ait été sélectionné pour officier sur le territoire américain, eh bien cela permettait à nombre de Somaliens d'avoir l'impression que leur pays était lui aussi invité à cette grande fête du ballon rond. Au mois d'avril dernier, lorsque la sélection de l'arbitre avait été annoncée, le président somalien l'avait publiquement félicité, affirmant qu'il était un exemple pour les jeunes générations du pays. Alors je peux vous dire qu'en Somalie, lorsque son refoulement à la frontière a été annoncé, eh bien, beaucoup ont crié à l'injustice, au racisme à l'encontre des Somaliens et beaucoup aussi se demandent pourquoi la FIFA n'a pas plus insisté pour que cet arbitre puisse entrer sur le territoire américain. Je suis déçu par la FIFA. Je comprends sa position. Elle a respecté les décisions des autorités d'immigration des États-Unis. Mais lorsqu'il s'agit d'un officiel qu'elle a elle-même sélectionné et dont elle a déjà vérifié les antécédents, je pense qu'elle aurait dû se battre davantage pour lui. Nous attendons des déclarations. Nous attendons de voir de l'unité. Aujourd'hui, c'est Omar Hartan. Demain, ce sera un autre arbitre dans un autre pays. Des communiqués et pourquoi pas une action des joueurs africains pendant la Coupe du Monde pour marquer leur mécontentement et faire entendre la voix du continent. Mais pour cela, il faudra attendre le début de la compétition. En attendant, la Somalie s'est-elle publiquement offusquée de cette décision. Elle a dit avoir fait tout ce qui était en son pouvoir pour qu'il puisse entrer sur le territoire américain, mais sans succès. Un ancien ministre des Sports a lui-même demandé pourquoi. S'il ne peut pas entrer sur le territoire américain, cet arbitre n'a-t-il pas été envoyé au Canada ou au Mexique, où les lois sur l'immigration sont beaucoup plus souples? Il n'a pas obtenu de réponse de la part de la FIFA. L'arbitre, lui, s'est exprimé via un communiqué. Il a affirmé rester malgré tout positif et se concentrer sur la suite de sa carrière. Que sont devenus les migrants sud-américains expulsés des États-Unis vers Kinshasa en République démocratique du Congo? Ils étaient arrivés mi-avril dans le cadre d'un dispositif américain controversé d'expulsion de ressortissants étrangers en situation irrégulière vers des pays tierces. Eh bien, la plupart d'entre eux ont été renvoyés dans leur pays d'origine. Les précisions de notre correspondante Aurélie Bazaraki-Bangoula. Le 17 avril, 15 migrants, hommes et femmes, avaient débarqué par avion à Kinshasa. Ils sont originaires de Colombie, d'Équateur ou du Pérou, tous expulsés du territoire américain. Un mois et demi après leur arrivée, 14 d'entre eux sont rentrés dans leur pays d'origine avec l'appui de l'Organisation internationale pour les migrations. Une seule personne reste à Kinshasa pour le moment. Alors cet accueil a été possible dans le cadre d'un partenariat passé entre les États-Unis et la République démocratique du Congo. Un partenariat vivement critiqué par la société civile à Kinshasa, mais aussi par les organisations de défense des droits humains qui dénoncent des accords opaques et qui violent le droit international. Des accusations que rejettent les autorités congolaises. Il n'y a pas de contrepartie, il n'y a pas d'accord opaque. Il y a eu une sollicitation d'un partenaire. Et il faut retenir qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo a un partenariat stratégique avec les États-Unis d'Amérique. Donc c'est une sollicitation qu'un partenaire peut vous faire lorsqu'il est dans une impasse ou une situation assez difficile à régler.
Et nous avons estimé, le président Félix Tshisekedi a estimé qu'il était en mesure de rendre ce service à son homologue et aux États-Unis d'Amérique. C'est dans ce cadre-là que nous avons rendu service. À la question de savoir si d'autres groupes de migrants pourraient venir à Kinshasa, le ministre affirme que c'est envisageable, mais qu'aucune liste de migrants n'a été présentée pour le moment par les États-Unis. Les manifestations se poursuivent au Kenya contre un centre de quarantaine destiné à des Américains présentant des risques de contamination au virus Ebola. Un homme a été tué par balle lors d'affrontements avec la police. Julien Dubois. Face à face tendu entre manifestants et la police kenyane. Dans les rues de Nanyuki, les affrontements sont violents. La foule est dispersée avec des gaz lacrymogènes. Des centaines de personnes sont venues protester contre la construction d'un centre de quarantaine pour les ressortissants américains exposés au virus Ebola. Un projet qui suscite la colère des habitants alors qu'Ebola n'a jamais été détecté au Kenya et que le pays ne partage aucune frontière avec la République démocratique du Congo. Si Ebola se répand ici, nous craignons que tout le pays ne soit touché par la maladie et que nous ne soyons pas en mesure d'y faire face. Nous ne disposons d'aucune éducation civique sur les mesures de sécurité à adopter. Le centre, visible sur ces images satellites, doit disposer de 50 lits. Et même si les États-Unis ont annoncé une aide de plus de 11 millions d'euros pour renforcer le Kenya face à Ebola, le projet ne passe pas. La justice kenyane a ordonné la suspension du projet, mais le président le défend, affirmant que ce site de quarantaine est un juste retour au vu de l'aide américaine apportée au Kenya pour améliorer le système de santé ces dernières décennies. Il serait vraiment regrettable que nous refusions une demande des Américains visant à mettre en place une installation à leurs frais. Nous aurions l'air très inhumains. Selon les autorités du Kenya, le site pourrait accueillir des Kenyans et d'autres ressortissants étrangers, une information non confirmée par les Américains. Dans le reste de l'actualité en bref et en images, au Mali, le journaliste Abdarrahmane Keïta du journal Le Témoin a été placé sous mandat de dépôt ce mardi par le pôle anti- et cybercriminalité. On lui reproche d'avoir déploré que Kidal était actuellement administré, je cite, par le chef du GNIM. Lundi, c'était le journaliste Chahana Takiyou qui avait été arrêté par ce même pôle pour l'avoir critiqué. Cette affaire de viol impliquant un maître coranique au Sénégal, la justice a condamné lundi ce maître coranique à 20 ans de prison pour des faits de viol et de pédophilie sur 28 de ses écolières mineures à Touba, la ville religieuse dans le centre du pays. Et puis ce chiffre, plus de 1000 migrants ont été secourus au large des côtes mauritaniennes en 10 jours. Un phénomène qui signale une reprise des flux migratoires sur la route atlantique. La plupart de ces candidats à l'exil tentent de gagner l'Europe principalement via l'archipel espagnol des Canaries. À quelques jours d'une visite importante du FMI au Sénégal, Dakar envoie un signal positif à ses partenaires internationaux. Le Sénégal a procédé au paiement anticipé de 2 échéances sur sa dette. L'objectif du nouveau gouvernement est de trouver un accord avec l'institution et de relancer l'économie qui souffre depuis 18 mois. La correspondance à Dakar d'Eli Mandao. Le paiement anticipé de ces 2 créances est un signal envoyé par le Sénégal à ses partenaires internationaux sur sa volonté à honorer le service de la dette. Mais la situation devient de plus en plus contraignante pour le Sénégal avec une note souveraine qui n'a cessé de se dégrader ces derniers mois sur le marché international. Une dette publique qui a atteint 132% du PIB. Le Sénégal vit une situation difficile dans ses finances publiques et selon cet économiste, le pays doit tout faire pour trouver un accord le plus rapidement possible avec le FMI. On a eu une première option qui consistait un peu à se passer des services du FMI. Mais ça, c'est difficile, ce n'était pas tenable. Donc, je pense que même si du point de vue idéologique, il y a des options, la situation actuelle voudrait plutôt qu'on soit pragmatique pour pouvoir surmonter les situations. Et dans ce cas-là,
Je crois qu'un accord avec le FMI permettrait au pays de souffler. Selon nos informations, la visite du Fonds monétaire international dans les jours à venir est une visite pour demander davantage d'informations au Sénégal, notamment sur la soutenabilité de la dette. On ne sait pas encore pour l'heure si un accord pourra être trouvé entre l'institution de Bretton Woods et le Sénégal, un accord qui serait une bouffée d'oxygène pour l'économie sénégalaise. Vous connaissez la corrida espagnole, mais connaissez-vous le savika? Dans cette discipline traditionnelle malgache, l'homme défie l'animal dans une arène, mais ici, pas de mise à mort. Le but est de s'accrocher le plus longtemps possible sur le dos d'un zébu lâché dans l'arène. Madagascar aimerait inscrire cette discipline au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Reportage d'Aurélie Couman. Un homme écrasé par un zébu de près d'1 tonne. Face à lui, une dizaine d'athlètes, bâton à la main. Pendant plusieurs minutes, ils vont tenter de s'accrocher à sa bosse le plus longtemps possible. Cette tradition séculaire malgache a un nom, le savika. Ertafk pratique la discipline depuis ses 10 ans. En attendant son tour dans l'arène, il détaille la portée symbolique de cette tradition. C'est une pratique transmise par nos ancêtres. Au-delà du sport, pour nous, c'est un signe de cohésion sociale et de solidarité. Il existe toujours une part de peur, mais il faut savoir trouver le moment opportun pour se lancer. Exclusivement masculin, le savk présente toutefois de nombreux dangers. Éraflures, fractures et même la mort. Pour limiter ces risques, l'équipe d'Ertafk a développé une stratégie. Lorsqu'on voit que c'est un zébu très agressif, on se met à terre pour l'esquiver et un autre lutteur prend alors le relais. C'est une question de solidarité entre tous les membres de l'équipe. En plein entretien, Ertafk reçoit le signal de départ. Il devra affronter Ligali, l'un des zébus les plus redoutés de l'arène. Pas de chance aujourd'hui. Il n'arrivera pas à monter sur le zébu. Mais lorsque nous le retrouvons quelques minutes plus tard, rien ne semble avoir entaché sa bonne humeur. Contrairement à d'autres pratiques, le savk ne se conclut pas par une mise à mort. À Madagascar, le zébu reste sacré. Une singularité que les organisateurs comptent faire valoir. On respecte nos zébus vu que c'est l'emblème national du pays. Chez nous, le zébu n'est qu'adversaire que dans l'arène. Hors de l'arène, c'est notre ami. Il nous permet de cultiver notre terre. Donc on respecte le zébu. Les ambassadeurs du savk aimeraient faire résonner leur culture au-delà des frontières malgaches. Pour y parvenir, ils ambitionnent de le faire inscrire au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.